Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue durant une heure toutes les nouvelles en Égypte. Et tout d'abord, avant de commencer de vous annoncer les dernières nouvelles, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio notre invité Amr Zouheri. Vous êtes journaliste à Al-Ahram. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer à présenter quelques nouvelles et vous allez bien sûr analyser ces nouvelles. La première nouvelle commence par le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures préventives et les gestes barrières pour se protéger du coronavirus et éviter de prendre des décisions strictes susceptibles de nuire au niveau économique à quelques catégories du peuple. Madbouli s'exprimait via vidéoconférence lors de la réunion du comité supérieur de la gestion de la crise de coronavirus. Le chef du gouvernement a signalé que le nombre de contaminés que le coronavirus a augmenté et a averti qu'un certain nombre de pays a eu recours récemment au confinement complet, ce qui pousse l'État égyptien à prendre des mesures plus strictes avant que la crise ne s'aggrave. Dans ce contexte, le Premier ministre a affirmé l'importance d'exiger des amendes à tous ceux qui ne portent pas de masque dans les moyens de transport public et dans les administrations publiques et les centres commerciaux. Bonsoir Amr Zouheri, vous êtes journaliste. Bonsoir. Alors, quelles sont les mesures attendues Oui, c'est ce qui a annoncé le Premier ministre aujourd'hui dans sa conférence de presse et convient à ce qui est le monde occidental actuellement prend comme mesure pour contrer la deuxième vague du virus. Et cela cause un problème assez remarquable dans certains pays comme l'Italie, la France, etc., donc, qui ont appliqué un confinement. L'Égypte essaye, à travers ce qu'a annoncé le Premier ministre, d'éviter cela, de passer à un confinement total pour affronter ou contrer une deuxième vague. Mais donc il annonce qu'on doit continuer les mesures qu'on a déjà appliquées en ce qui concerne la distanciation sociale et les mesures de protection individuelle contre le virus. Voilà, surtout le port du masque. Oui, le port du masque est obligatoire dans le travail, dans certains lieux, dans les écoles, et c'est une stratégie qui paye pour l'Égypte aujourd'hui parce que nous sommes placés dans un pays où il est modérément attaqué par le Covid, qui en même temps présente un nombre suffisant de gens guéris pratiquement tous les jours, donc ce qui est très bien. C'est-à-dire, on est équilibré, sur la bonne voie. Voilà. On va passer à une autre nouvelle maintenant, c'est concernant le début de la deuxième phase des élections législatives qui est prévue le 7 et 8 novembre prochain, ici en Égypte. Pourtant, à l'étranger, quelques 63 millions d'électeurs expatriés continuent d'imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier afin de désigner 568 des 596 députés lors de la deuxième phase des élections législatives. Les ambassades et les missions diplomatiques doivent recevoir les enveloppes le 4, le 5 et le 6 novembre. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les expatriés égyptiens à consulter le site officiel de l'Autorité nationale des élections pour accomplir leur vote. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide de la ministre de l'Immigration, Nabila Makram, ainsi que l'Autorité nationale des élections en vue de garantir la transparence du vote. Qu'attendez-nous déjà de l'afflux des gens vers les bureaux de vote et en même temps En Égypte, c'est très important de voter et cela est primordial pour la vie démocratique. Également, cette initiative pour attacher les Égyptiens expatriés pour voter, cela leur donne un rattachement
au pays natal. Et donc, ce qui est très important pour les générations futures, pour garder cet attachement culturel et national à travers ce vote. Donc, c'est très important de participer à l'étranger. Et cela convient à ce qui nous a montré le gouvernement de travailler en pair entre les ministères. Donc cette initiative est bien appliquée et supportée tant par le ministère des Affaires étrangères tant que par le ministère de l'immigration avec les deux ministres en charge. Exactement. Là, on va passer à un autre sujet très très important qui intéresse tous les Égyptiens, plutôt tout le monde. C'est celui de la crise du barrage de la Renaissance. Là, le ministère soudanais de l'irrigation a annoncé que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, qui ont repris hier les négociations concernant le barrage controversé sur le Nil, construit par Addis Abeba, décidaient de former une équipe chargée d'aider les tractations. Le ministère soudanais a indiqué dans un communiqué que les trois parties acceptaient de poursuivre les discussions par l'intermédiaire d'une équipe de 6 personnes, dont 2 représentants de chaque pays. Il a poursuivi que cette équipe allait établir un cadre de référence sur le rôle des experts afin de faciliter les négociations et présenter ensuite son rapport au ministère de l'irrigation des 3 pays. Le ministère avait annoncé quelques heures plus tôt la reprise des discussions interministérielles entre les 3 pays restés au point mort depuis 3 mois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une impasse dans les discussions entre les 3 pays concernant Je pense que plutôt il y a une ouverture, pas une impasse. Il y a eu un blocage pendant 3 mois. Et ce qui est très important dans ce dossier, c'est de poursuivre le pourparler et les négociations tout le temps et préparer cela parce que résoudre ce dossier et l'affaire des 3 pays ensemble, non pas d'un seul pays entre les 3. Donc, ce qui est important de poursuivre, très important de poursuivre ces négociations et avoir comme arbitre neutre l'Afrique du Sud en étant en présidence de l'Union africaine. Et cette couverture d'union et de coopération peut aider avec beaucoup de progrès ces négociations pour aboutir à une solution qui sera acceptée par les 3 pays sans que soit il y ait un perdant parmi les 3. Voilà, et surtout qu'il y a quand même comme un consensus entre les pays occidentaux qui appelle l'Éthiopie à être plus souple dans les négociations et plus modéré que voilà, exactement. Je termine ces nouvelles par quelques chiffres concernant le nombre de cas de coronavirus ou bien d'atteints de coronavirus ici en Égypte. Le ministère égyptien de la Santé a recensé hier 181 nouveaux cas de coronavirus et 12 décès, portant le bilan des morts dû à la pandémie à 6278. Le ministère de la Santé a ajouté que le nombre de personnes guéries depuis l'apparition du Covid-19 en Égypte s'est élevé à 99 555. Voilà, tout au long de l'histoire, l'Égypte a fait face à de nombreux défis. Un processus de développement s'est sans doute accéléré ces dernières années. Des programmes de réforme économique à long terme ont été encouragés grâce à une nouvelle vision du développement économique qui cherche à mener à bien des réformes structurelles clés. Le point avec Salih Hamed et Yora Choucha. Avec le consensus et le soutien du peuple égyptien, la politique de dépenses ont été réformées en Égypte, de sorte que les dépenses publiques qui étaient principalement axées sur la consommation sont devenues des dépenses productives qui stimulent la croissance économique. Ainsi, les dépenses productives ont été au centre des dépenses publiques et ces dernières ont été résolument orientées vers l'investissement pour stimuler la croissance dans toutes les régions du pays, pour renforcer les principaux secteurs de l'économie égyptienne et aussi pour parvenir à un développement économique durable et humain.
Tout cela fait partie du plan de réforme initié en 2017, approuvé par la Banque mondiale et mis en œuvre en collaboration avec le Fonds monétaire international pour faire de l'Égypte une économie moderne et un pays capable de faire face aux nombreux défis, tant nationaux qu'internationaux, avec solvabilité. L'objectif est non seulement la croissance économique, mais aussi l'amélioration progressive du bien-être économique et social des citoyens. C'est pourquoi la promotion du développement économique s'est accompagnée de politiques sociales pour le développement humain et l'inclusion dans l'éducation, la santé et l'accès à un logement décent pour les classes les plus défavorisées, avec de nombreux projets de construction de logements sociaux et de logements pour les familles vivant dans des campements irréguliers dans des zones très déprimées. Les réformes économiques et sociales ont porté leurs fruits et les rapports du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des agences et institutions compétentes ont mis en évidence les améliorations significatives des indicateurs économiques et sociaux depuis le début du programme de réforme et ont également souligné l'amélioration notable des indicateurs où les plus grandes déficiences ont été observées, telles que la libéralisation du taux de change de la livre égyptienne, le taux de croissance économique accéléré, le déficit public qui a été réduit de manière très significative, les recettes publiques ayant augmenté grâce à la réforme du système de contrôle des impôts et des dépenses. La dette extérieure a également été réduite et les réserves de devises étrangères ont été augmentées. Les politiques sociales mises en œuvre et la confiance de la population égyptienne dans le gouvernement ont fait en sorte que cela n'ait pas affecté la stabilité interne du pays. La nouvelle situation internationale de pandémie de coronavirus a sans aucun doute touché l'ensemble de la communauté internationale, sans exception, et a également posé un défi très important à l'économie égyptienne. Et pourtant, la gestion de la pandémie par l'Égypte a été évaluée de manière très positive au niveau international. Selon les dernières données, l'Égypte a eu 105 033 cas confirmés du coronavirus et un peu plus de 6 000 décès pour une population de plus de 100 millions d'habitants. Au mois d'octobre, elle ne compte en moyenne que 100 cas d'infection et 16 décès par jour. À noter qu'en septembre dernier, en pleine crise sanitaire internationale, l'agence de notation Moody's a fait l'éloge des indicateurs de solvabilité de l'Égypte en lui attribuant la note B2, qui est stable, puisque la note dépend de la capacité du pays à assurer le service de sa dette, à réduire ses besoins de crédit et à maintenir ses réserves de devises étrangères. En outre, le groupe bancaire d'investissement Goldman Sachs a reconnu la capacité de l'économie égyptienne à résister aux effets de la pandémie et à assumer ses responsabilités. Il a souligné que 50% des investissements étrangers indirects qui ont quitté le pays au début de la crise ont déjà été récupérés, que les attentes économiques en matière d'inflation sont positives, tout comme la force de la livre égyptienne, et qu'une amélioration des revenus en devises est attendue malgré la crise sanitaire. Voilà, nous trouvons que la plupart des organisations monétaires et économiques dans le monde louent les mesures de réforme économique qui a été prise par les autorités égyptiennes et les responsables égyptiens. Où en est si on parle économie égyptienne? À propos de l'économie égyptienne, je pense, en dépit d'une crise presque mondiale qui a frappé le monde à cause du virus de la corona, l'économie égyptienne a présenté un exemple presque... je ne fais pas louer la perfection, mais louer quelque chose de très intéressant et une très belle performance, parce que comme d'autres pays dans le monde, comme la Suisse par exemple, elle a réalisé des déficits moindres que ce qui était prévu, et elle a réalisé des performances assez performantes en comparaison de ce qu'il y a dans le monde. Mais il faut continuer, il faut aller poursuivre dans ce chemin. C'est juste un départ qui doit continuer et sans cesser, et mettre en tête que si on ne prend pas les mesures sanitaires et on ne fait pas l'investissement dans les personnes et les gens, cela va affecter notre économie dans le futur. Par exemple, ce qui se passait en Égypte, c'est
pratiquement sans compter le secteur touristique qui était en presque un arrêt total. Donc les performances, en dépit de quelques pertes exagérées et conditionnées à ce virus, dans d'autres secteurs, il y a eu des très bonnes performances. Il n'y a pas eu la perte d'emploi qui était prévue par beaucoup de sociétés. Et il y a eu une sorte de solidarité sociale qui s'est mise en place entre la population égyptienne. Et cela nous invite à pousser le bouchon, si on peut employer cette expression, ou aller en avant dans le sens de cultiver les richesses humaines, de cultiver le rapport de l'individu avec l'environnement, avec la société, parce que actuellement il y a de l'espace et un espace temporel qui peut nous aider à mieux utiliser nos outils pour présenter l'Égypte digne à ce qu'elle est vraiment, digne de ce qu'elle est. D'accord. Concernant le même sujet, c'est l'industrie en Égypte. Et l'Égypte a présenté le modèle de sa première voiture électrique qui sera produite par la compagnie Al Nasr pour les voitures en coopération avec la firme chinoise Dongfeng. Les détails avec Salih Hamid et Yara Choucha. Le gouvernement égyptien a annoncé que la première voiture électrique assemblée en Égypte sortira d'ici fin 2021. Elle sera lancée dans le cadre d'un partenariat signé avec l'entreprise chinoise Dongfeng pour relancer la Nasr Automobile Company, une entreprise égyptienne d'automobile. C'est ce qu'a annoncé Hicham Tawfiq, ministre égyptien des entreprises publiques, lors d'une interview télévisée. Selon ce responsable, le projet sera mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat conclu avec l'entreprise chinoise Dongfeng pour relancer la Nasr Automobile Company. Le modèle va s'inspirer de la voiture électrique Leaf développée par la société japonaise Nissan depuis 2010 et aujourd'hui une référence dans le secteur. L'annonce s'inscrit dans la logique d'industrialisation de l'économie égyptienne mise en place depuis plusieurs années par le président Abdel Fattah el-Sisi. La stratégie vise à réformer la structure de l'économie qui sort de plusieurs années de crise et à accélérer le développement du pays en le transformant en un véritable hub régional en matière de production automobile. Avec la production de voitures électriques en Égypte, le gouvernement vise à répondre aux besoins du marché local puis à exporter vers les marchés arabes, africains et européens, a déclaré en 2019 le ministre du Commerce Amr Nassar. Notant que selon le ministre des Entreprises publiques, le nouveau modèle sera mis en vente sur le marché à environ 350 000 livres égyptiennes, soit 22 330 $. 45% des produits d'assemblage de la nouvelle voiture seront d'origine égyptienne. Cette part sera portée à 55% au cours des 2 prochaines années. On a vraiment besoin de la production, l'industrie, mais surtout la production d'une voiture électrique. Dans oui, de diriger également vers le futur et de prévoir un peu les années à venir et l'avenir pour éviter la pollution engendrée par le gasoil. C'est très important et il y a des performances. Et là, je pense que l'Égypte se lance avec la firme chinoise dans en quelque sorte une aventure très à la Far West, un peu, c'est trop difficile, un peu, c'est un défi, c'est un grand défi, mais c'est faisable. C'est réalisable, l'Égypte parce que c'est un grand marché, même si ça reste limité, mais si elle aura cette aura qui a eu pendant les années 50-60 pour les voitures de la firme Al Nasr,
de l'époque qui était à l'île de Fiat. Et s'il y aura ce grand succès, il y aurait une masse production, une grande production, et cela va faire marcher ce produit qui reste, à l'exception de quelques films confirmés comme Tesla par exemple, qui reste quelque chose de très difficile à y être. C'est un marché très important, mais ça reste encore sous l'essai et non pas confirmé. Ouais. De toute façon, c'est un très bon projet. Oui, c'est un très bon projet. Alors, on va passer à notre sujet principal pour ce soir, c'est ce qui concerne les messages du président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé à la cérémonie organisée par le ministère del Waqf à l'occasion des festivités du Mouled ou de l'anniversaire du prophète Mohammed. À cette occasion, le président a jeté la lumière sur la sagesse et la tolérance que le prophète est venu faire répandre dans le monde, soulignant que les objectifs de l'islam sont notamment de réaliser les intérêts des pays et des populations à travers la tolérance, loin des idéologies radicales. Les détails avec Salih Ahmed et Yara Choucha. Notre festivité du Mouled nous rappelle les valeurs de pitié dictées par notre religion et nous rappelle la tolérance de la charia islamique qui est notamment basée sur la construction et non pas sur la destruction, comme Dieu souligne dans le Coran. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion des festivités du Mouled ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le chef de l'État a indiqué que les objectifs de l'islam sont notamment de réaliser les intérêts des pays et des populations à travers la tolérance, loin de l'intégrisme et des idéologies radicales, affirmant que la sensibilisation et le fait de penser et d'être conscient de tout ce qui se passe autour de nous s'avère une des priorités de la période actuelle pour pouvoir faire face aux forces du mal qui déforment les textes religieux et leur donnent des significations différentes afin de servir leurs objectifs et leurs intérêts. Il a également souligné que ceci nécessite une lourde responsabilité pour les savants religieux pour rectifier ces faux concepts afin de protéger la société et l'État contre les complots de destruction et de sabotage. Le chef de l'État a ensuite parlé de l'islam qui est basé sur la coexistence pacifique, faisant allusion à l'importance de la conjugaison des efforts de toutes les institutions religieuses, éducatives, culturelles et médiatiques pour forger une personnalité correcte, capable de relever les défis et de faire la distinction entre le juste et le faux, entre les réalités et les rumeurs, entre ce qui est vrai et ce qui est falsifié. Dans ce cadre, le président Al-Sisi a salué les efforts menés par les institutions religieuses pour faire propager la pensée illuminée face aux fausses idéologies, appelant à déployer davantage d'efforts pour arriver à toutes les catégories de la société et les sensibiliser. Il a de même affirmé que le fait d'insulter les prophètes et les messages de Dieu ou les religions blesse les sentiments de toute personne. Il a ensuite rendu hommage à un certain nombre d'universitaires et savants religieux. Voilà, l'Égypte et le monde islamique a célébré l'anniversaire du prophète Mohammed il y a quelques jours. Là, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation et a prononcé un discours très important où il a parlé de l'islam, l'image de l'islam dans le monde, comment ça se passe actuellement. Quels sont les messages que vous avez tirés du discours du président Abdel Fattah el-Sisi lors de cette célébration ? Ce qui a attiré le président Abdel Fattah el-Sisi précisément a souligné, ou ce qui a souligné en
en premier lieu, ce qu'il faut faire pour défendre l'image du prophète ou sa représentation ou sa personnalité. Ce qu'il faut faire, c'est de le prendre comme exemple et de montrer cela à travers le bien-être, oui, la bonté et toutes les valeurs positives qu'on peut présenter à la société. Ainsi, on donnera une image positive qui empêchera quiconque de critiquer ou d'insulter notre prophète. À travers le bon exemple que les musulmans peuvent donner dans leur vie quotidienne, dans leur pays d'origine ou à l'étranger. Cela, ce qui protège vraiment notre religion et bien sûr tous les symboles religieux de notre religion ou des autres religions. Si les autres religions ont le même problème, ils doivent, comme il l'a dit, également se conduire à travers leurs prophètes et leurs messagers qui portent le message monothéiste de bonheur qui s'est couronné par le message de prophète Mahomet. De toute façon, toutes les religions sont attaquées partout dans le monde par des gens, des fanatiques, également, etc. Oui. Comment adresser le bon message aux populations occidentales ou bien aux populations étrangères en général sur l'islam? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien l'islam. Oui, et cela, ce qui a conduit également, si on voulait parler précisément du problème de la représentation, bien sûr, on représente toutes nos condoléances pour le peuple français et les enseignants français pour le meurtre de ce monsieur. Mais il faut avoir en tête, refaire cet acte qui a conduit à une certaine barbarie ou des massacres ou de quelque chose qui n'est pas acceptable au XXIe siècle, mais qui correspond peut-être à certaines conduites qui pourraient être analysées dans son temps. Mais ce qui n'était pas fait, c'est que le travail de voir le contexte ou l'histoire ancienne du problème de la représentation dans l'islam. Parce que la représentation, elle est interdite dans la religion musulmane. Et ainsi que l'art islamique se manifeste à travers la calligraphie ou d'autres représentations qui ne sont pas de l'arabesque, par exemple, pour le bois, ou qui ne fait pas de représentation. En dépit de le contenu, il est bien ou il est mal, cela est une autre question. Ce problème est débattu dans la religion musulmane depuis l'Antiquité, depuis tout le début de l'islam. Et cette décision d'interdiction totale était par rapport aux idées de la trille qui existait, qui était bien sûr combattue par l'islam. Donc pour éviter cela, il y a eu cette décision qui était ancrée dans la religion musulmane, et il y a eu après plusieurs fois dans plusieurs États musulmans, donc comme l'Empire ottoman ou même pendant les Abbassides ou les Omeyyades ou pendant la période andalouse, les Omeyyades, il y a eu des discussions pour faire autrement ou alléger cela. Mais il y a eu donc cette discussion et ce débat doit continuer à l'intérieur de l'islam, à travers l'Azhar, à travers les autres instances religieuses, mais à l'intérieur de l'islam. Mais cela, c'est un point très important, malheureusement ignoré par ceux qui
essaye de chercher un moyen de faire une représentation pour exprimer à travers la liberté de l'expression, manifester cela. Et j'avais l'habitude de voir Charlie Hebdo et le Canard enchaîné, ce genre de journaux en France, de caricatures qui sont très importants au niveau de la démocratique et au niveau de la liberté de la presse, mais des fois ils allaient trop loin par rapport à toutes les religions, pas uniquement par rapport à l'islam, mais il y a absolument un point fondamental qui n'est pas compris ou bien compris. Malheureusement, il est mal compris que ce débat n'existe pas depuis hier ou avant-hier, ça existe depuis le début de l'islam ou les 100 premières années de l'islam. Donc, pour aller faire manifester une action pour faire bouger les limites de la liberté de l'expression, dans ce contexte, elle devrait être antécédée par des débats et des débats à l'intérieur de l'islam, des débats interreligieux, interculturels, qui limiteraient les contentieux et les différences entre les religions actuellement. Et le sujet de contentieux. Oui, le sujet de contentieux, dont par exemple le problème palestinien qui n'est pas réglé et qui, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, et qui met malheureusement les trois religions monothéistes en conflit interne. Voilà. Là, vous avez parlé de l'image de l'islam, la tolérance. Nous savons, si on prend un exemple, par exemple, en France, nous trouverons qu'il y a des chefs religieux qui dominent le discours musulman dans ces pays. Je parle de la France, par exemple. Quel est le rôle d'Al-Azhar pour transmettre le vrai message de tolérance de l'islam, le vrai message de cette religion? Oui, le vrai message de l'islam, c'est une religion dérivée du mot salam, qui veut dire la paix. Donc c'est une religion très tolérante qui pousse, par exemple, dans le contexte actuel du Covid et du Corona, par exemple, l'ablution musulmane qui est très importante, primordiale à l'islam, pousse à nettoyer la bouche, etc., les coudes, etc., donc les mains. Et c'est très. Aujourd'hui, c'est les actes pratiqués dans les hôpitaux pour éviter d'avoir le coronavirus, etc. Donc il y a beaucoup de choses positives. C'est une religion magnifique avec des messages très ouverts et très humaniste, qui dit par exemple que lui qui donne la vie à un individu comme s'il a donné la vie à tout le monde entier, et celui qui a tué un individu c'est comme celui qui a tué le monde entier. Et dans d'autres contextes par rapport aux confrontations ou chercher la confrontation, il dit vous avez votre religion et j'ai la mienne. Donc il n'y a pas de confrontation. Je dirais pas vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Donc chacun sa religion. Et il ne faut pas se mêler des affaires de l'autre et de se prendre comme tuteur de ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire. Donc c'est la religion de la paix et de la liberté également. Parce que la liberté et tolérance. La tolérance. Exactement. Mais ma question était, quel est le rôle de l'Azhar de transmettre ce message de l'islam? L'Azhar, c'est la fondation la plus ancienne, l'université la plus ancienne du monde musulman. Aujourd'hui, le grand imam, c'est l'homme, c'est le pape des musulmans, normalement.
que c'est quelqu'un avec une allure et de dossier très important qui a géré la tolérance et le discours interreligieux dans le monde entier. Et à travers Al-Azhar, il faut envoyer ce ils font depuis des années, envoyer des imams avec des messages de tolérance dans de nombreux pays, malheureusement dans beaucoup de pays dans la France à cause de l'euro, etc. Et pour faire payer les imams turcs, ils sont plus présents dans les mosquées français, mais Al-Azhar continue à faire son devoir dans les pays africains, dans les pays asiatiques, dans le monde entier, sans répit. Il fait son devoir de protection du Coran et des règles religieuses, de la charia du prophète Mahomet, comme il se doit, selon les moyens qu'il possède. On ne peut pas demander plus que cela parce que déjà il est limité dans le budget et affronte également quelquefois je ne veux pas dire de mauvaises intentions, mais lui faire porter toute la responsabilité pour tous les échecs qu'il peut avoir dans le dossier de l'intolérance ou même du terrorisme ou du fanatisme, etc. Et un autre point très important qu'il faut souligner et éclairer pour de nombreux téléspectateurs et chères spectatrices françaises et francophones, qu'en arabe, le mot islamisme, il n'existait pas. Donc cet amalgame, parce que c'est très bien clair, c'est bien clair en France qu'ils font la différence, même l'État ou même les gens et les journaux et tout ont la différence entre ce qui est l'islam, dans la responsabilité de l'Azhar, etc., et l'islamisme, qui est quelque chose de fondamental, qui a recours d'habitude à la violence, etc. Donc cela est une autre chose. En arabe, l'islamaouia, c'est un mot déjà nouveau à l'usage. C'est quelque chose qui même a dépassé l'époque d'Al-Qaïda et de l'époque de Daesh. Il vient d'arriver dans le dictionnaire égyptien. Mais ça c'est le plus grand problème de l'image de l'islam ou de l'islamisme. Quand on trouve des organisations comme Daesh et comme Al-Qaïda, comme vous venez de dire, et qui parlent au nom de l'islam, ce qui fait un certain amalgame dans les pays occidentaux qui ne connaissent pas bien l'islam, à faire l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Oui, et d'un autre côté, malheureusement, il y a un autre souci technique qui pourrait limiter les positions du grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad al-Taïb, ou ses successeurs, ou prédécesseurs, oui, merci. C'est ce que en islam, l'institution religieuse n'a pas le droit sur l'individu comme c'est ancré dans l'Église, par exemple, au Moyen-Âge, ou avant la séparation de l'Église et l'État. Il n'a pas cette obligation... Cette domination. Qui a été importée dans d'autres catégories que je te parle de l'intolérance, soit d'Al-Qaïda ou qui était empruntée de d'autres religions. Mais elle n'est pas dans l'islam, parce qu'il n'y a pas de sorte d'église dans l'islam. C'est un aumônier. C'est quelqu'un qui peut te guider pour faire la prière, mais il n'a pas te donner des conseils généraux, mais il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas t'exiger de faire quelque chose. Tu te laisses libre. C'est la liberté. Et c'est le principe de l'islam même. Donc malheureusement, cela était importé dans l'islam, d'avoir cette obligation
de faire ce qui est demandé, etc. Donc, et cela, c'est également semblable à ce qui a été au moment en 1905, d'avant la séparation de l'Église et l'État, dans ce secteur fanatique, etc. Et malheureusement, il est amalgamé parce que la racine ou le mainstream ou la chose qui est commune, elle est neutre. Et tu peux l'utiliser comme cela et tu peux l'utiliser comme cela. Mais il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune... ce qui est beau en islam, c'est que le Coran est là, tu le lis, tu le conçois comme tu veux, comme tu penses, comme tu réagis. Tu peux prendre même des temps, des années à comprendre un verset, de le voir dans le monde de tous les jours. Ça donne une vision globale de l'univers et puis de l'individu. Et ça rejoint même ce qui était adapté par les nouvelles sciences, qui est les bases de ce qui est infiniment grand et semblable aux bases de ce qui est infiniment petit. Donc ça pousse à la réflexion, ça pousse, et cela n'est pas pratiqué dans le secteur intégriste de l'islam, parce qu'il ne prend pas le texte, il va à la réaction de ce qui est fait ou ce qui est conçu comme fait de mots à l'islam par les autres. Donc il faut faire riposter et ainsi de suite, et le cercle devient vicieux et non pas vertueux. Lors de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé ou bien a montré des exemples de la bonté, de la tolérance du prophète Mohammed. En même temps, le président Emmanuel Macron a bien précisé qu'il faut contrôler ou avoir une vision claire de ce qui est présenté comme discours dans les mosquées. Est-ce que ce n'est pas une très bonne occasion pour les musulmans, je parle d'Al-Azhar par exemple, d'envoyer ces hommes, ces chefs religieux, pour apprendre et expliquer aux jeunes Français musulmans le vrai islam, la vraie vie du prophète Mohammed, sa tolérance, etc. On ne peut pas tirer profit de cette occasion. Sans doute, c'est une occasion qui se présente à l'Azhar, mais les efforts de l'Azhar d'avoir des aumôniers en France, ça a été poursuivi depuis des décennies. Donc, même les imams qui sont algériens ou africains ou d'autres nationalités, ils ont l'honneur ou ils disent, ils proclament cela, ils disent on a l'honneur d'avoir étudié à l'Azhar une année ou deux, etc. Donc c'est une référence très importante. Oui, c'est possible, mais premièrement, il faut les maintenir là-bas. Et deuxième chose, il faut voir les fidèles. C'est ce qui compte, parce que les Turcs, ils sont la plupart du temps avec la communauté turque, et les Algériens, les aumôniers algériens sont avec les communautés. Et c'est malheureusement, s'il n'y a pas de mesure d'avoir le sens universel de l'islam, ça pourrait, ou ça a été, cela il y a eu un certain sens de communautarisme en France, malheureusement dans les banlieues et dans beaucoup des endroits, à cause de cette négligence qui a eu lieu de l'importance de l'Azhar et d'avoir un référent, même si les grands mosquées de Paris, de Lyon, etc., il y a des efforts très importants et il y a des gens magnifiques qui portent le message du prophète du prophète avec grande fierté, avec beaucoup d'excellence. Au passage, je salue M. Kamel Koptan, l'aumônier de la mosquée de Lyon, le lecteur, qui fait des efforts très importants pour rassembler les fidèles tous les vendredis, etc. Et à Paris également, il y a pas mal
des hommes de religion qui font le devoir. Mais ce qui est important en France, c'est de faire face aux mosquées clandestines, où vraiment se manifeste et se peut créer ce fondamentalisme. Exactement, c'est ma question. D'où viennent les mauvaises idées sur l'islam ou bien malheureusement, c'est mise dans les esprits des jeunes musulmans français qui commettent parfois des actes terroristes, qui partent pour aller rejoindre Daesh en Syrie, en Libye ou ailleurs. D'où viennent ces idées? À mon avis, c'est un concours de circonstances qui a mené à cela. Un sentiment de non-attachement un petit peu à cette société qui les entoure. D'un autre côté... Non, mais ils ont des idées de violence. Leur identité fondamentale et primordiale, qui est la religion, qu'ils attribuent d'abord à la religion, deuxièmement à la nation. Ils se sont sentis blessés plusieurs fois les 20 dernières années dans différents dossiers dans le monde, ce qui a poussé ces gens de se sentir humiliés, de se sentir loin de leur société où ils vivent, et le pousser à l'intégrisme, comme ils se sont regroupés ensemble à travers des... Mais il n'y a pas d'autres organisations extrémistes qui jouent sur ce point, c'est de donner de mauvaises idées à ces jeunes depuis leur enfance. C'est ça ma question. En dépit de leur enfance, depuis ça, oui, exactement. C'est en se basant sur cette enfance qu'ils font cela. Et dans d'autres dossiers, notamment dans le Caucase, par exemple, ou dans d'autres, qu'il y a eu, par exemple, la guerre de Bosnie, celui qui a décapité l'enseignant français, il est d'Aghestin. Oui, donc il y a des minorités qui viennent. Il y a également un sentiment de non-acceptabilité dans la société. Et cela mène à ce sentiment de réaction et surréaction pour ce sentiment psychologique d'être un peu blessé. Blessé de quoi? C'est-à-dire un pays. Moi, j'ai déjà vécu en France. Je sais que la France est un pays très ouvert qui travaille vraiment pour la cohabitation entre tous les émigrés, etc. Et donne toutes les chances à tous les gens. Pourquoi on arrive à ce point s'il n'y a pas quelqu'un qui dicte? Oui, il y a la dictature, cette dictature, elle est parallèle à ce sentiment de ne pas être accepté et de se sentir blessé, parce que le plus neutre de ce qui a été dit concernant les propos du président français, c'était par le Premier ministre ou le président indonésien, je pense. Il a dit « je me suis senti blessé ». Ce sentiment de blessure peut arriver s'il y a un massacre et après le monde entier ne bouge pas, tandis dans d'autres circonstances il y a plus de mouvements et donc ce sentiment d'infériorité dans la société a conduit à cette... Et en même temps avec les cris ou même les appels à la fausse liberté et à la démocratie, etc., qui ont conduit aux guerres au Moyen-Orient durant la période de révolution arabe. Et cela a été... c'est tout mouvement, malheureusement, pour les minorités en France, comme aux États-Unis, il est rentabilisé pour qu'il soit utilisé politiquement. Soit le mouvement pour Black Lives Matter, par exemple, même si ils ont tout droit à ce qui a été fait à Big Joe, c'est indécent et inacceptable,
mais c'est la même chose. Ce qui est fait en France, il y a les gilets jaunes, il y a plusieurs d'autres moyens de se manifester, mais également il y a un parallèle ce qui est conduit dans les mosquées clandestines pour créer des cellules et de petites boîtes de Pandore qui fait sortir des intégristes. Et ça reste, on va dire, heureusement que ça reste sporadique et qu'il ne se fait pas tout le temps, mais on espère bien que le terrorisme se termine complètement en Europe, en Afrique, dans le monde arabe, partout dans le monde. Et surtout dans notre région qui est ravagée de temps en temps, dans quelques régions qui est ravagée par le terrorisme, comme ce qu'on a vu en Syrie, en Libye, au Yémen, etc., en Irak. L'islam au terrorisme, c'est quelque chose d'inacceptable et c'est quelque chose qui doit être fait en synergie entre les religions monothéistes, de séparer cet amalgame ou de l'effacer complètement et de terminer cette histoire et d'ancrer un autre mot pour l'islamisme dans les langues occidentales, comme préciser ce qui est sa définition dans le monde arabe et en Égypte particulièrement. Pour terminer, j'aimerais bien reprendre le sujet, c'est concernant les messages du président durant son discours. Comment vous voyez ces messages une minute? Je trouve le président Fattah Sisi, il était très positif en représentant des messages clairs, très positifs, qui ne cherchent pas le désaccord, mais cherchent toujours des bonnes solutions pour se retrouver en synergie internationale, africaine, égyptienne, européenne, pour mettre en place ces coordinations religieuses pour définir à l'autre ce qui l'autre il est précisément, et quels sont les points où on peut rigoler, on peut discuter, et quels sont les sujets de désaccord internes déjà qu'il vaut mieux éviter. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Amr Zouhairi, je rappelle que vous êtes journaliste à Al-Haram. Je vous remercie pour ces explications. Merci. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct.